Alors pour expliquer l'apport énergétique qu'il faut pour justement opérer un changement d'état ou une élévation de température du milieu, il existe deux formules qui expliquent cet apport énergétique extérieur. La première formule, c'est celle qui nous explique que l'énergie qui est apportée par le milieu extérieur va générer une augmentation de la température du système étudié. Cette augmentation de température va donc conditionner la valeur de l'énergie qu'il faut apporter. Effectivement, il faut voir que cette quantité d'énergie est proportionnelle à l'élévation de température, mais qu'elle est aussi proportionnelle à la masse du système étudié, et aussi à une grandeur physique qui caractérise le milieu étudié, c'est à ce qu'on appelle la capacité thermique massique. C'est une grandeur physique intrinsèque, propre au milieu étudié. Donc voilà, la quantité d'énergie va dépendre de trois choses: la masse du système, sa capacité thermique massique et l'élévation de température que l'on veut opérer. Dans la deuxième portion de cours qui nous intéresse, c'est celle des changements d'état. Donc l'énergie qu'il faut apporter pour créer un changement d'état, eh bien cette énergie Q, elle est proportionnelle à la masse du système, bien évidemment, mais aussi à la chaleur massique de changement d'état, ou énergie massique de changement d'état. Notez grand L. Alors petit L, lorsqu'on opère le changement d'état solide-liquide, donc une liquéfaction, ou petit v si on regarde le changement d'état qui se situe ici, c'est-à-dire du liquide vers le gaz. Donc là aussi, c'est une grandeur intrinsèque, caractéristique au système étudié, par exemple de l'eau, de l'alcool, etc. Donc on va maintenant expliquer du point de vue microscopique ce qui se passe lors d'un changement d'état et lors d'une élévation de température du milieu. Donc autrement dit, on va expliquer du point de vue microscopique ces deux formules. Donc on va commencer par celle-ci. Donc cette formule explique la quantité de chaleur qu'il faut apporter à un système pour qu'il augmente en température. Donc la matière existe sous trois états: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. L'état solide, c'est l'état le plus structuré. L'état liquide est plus structuré que l'état gazeux, mais moins structuré que l'état solide. Et enfin, l'état gazeux, c'est le moins structuré des trois. C'est celui qui possède le plus de liberté, c'est-à-dire que les atomes ou les molécules qui constituent un gaz peuvent se déplacer dans le volume qui leur est imparti. Les molécules ou les atomes qui constituent un liquide sont toutes liées les unes aux autres, mais possèdent un certain degré de liberté pour se déplacer. Alors que pour un solide, tous les atomes ou toutes les molécules sont liés les uns aux autres par des forces de type Van der Waals ou des liaisons hydrogène, par exemple. Donc, que se passe-t-il lorsque on prend, par exemple, de l'eau liquide à 20 degrés Celsius et qu'on lui apporte de l'énergie? Eh bien, l'énergie qu'on va apporter au système molécule d'eau va être convertie en énergie cinétique par ces molécules d'eau. C'est-à-dire qu'elles vont se déplacer de plus en plus vite. L'énergie sous forme de chaleur est convertie en vitesse. Ce faisant, comme le volume est clos, elles vont être amenées à se choquer de plus en plus souvent. Et qui dit choc dit frottement, et des molécules qui se frottent dégagent de la chaleur. Et ce dégagement de chaleur, qu'on peut interpréter donc du point de vue microscopique, va s'expliquer du point de vue de l'intégralité de la population des molécules d'eau par une augmentation de la température du système molécule d'eau. Donc, voilà comment on peut expliquer du point de vue microscopique l'augmentation de la température d'un système lorsqu'on lui apporte de l'énergie sous forme de chaleur. Il arrive un moment où les molécules d'eau vont atteindre une vitesse limite, c'est-à-dire qu'elles ne pourront plus convertir en énergie cinétique l'énergie apportée par l'extérieur. À ce moment-là, toute l'énergie qui continue d'arriver va servir à transformer la matière, c'est-à-dire opérer un changement d'état. Donc si je continue mon exemple, une fois qu'on a atteint la température de 100 degrés Celsius, eh bien l'énergie reçue va être non plus utilisée pour la convertir en énergie cinétique, mais pour opérer un changement d'état de l'état liquide vers l'état gazeux. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? En fait, c'est qu'on va passer de l'état liquide à l'état de gaz, donc on va gagner en liberté. Et cette liberté, elle a un prix, elle a un coût énergétique. Alors, ça va se manifester par des ruptures de liaison intermoléculaires ou interatomiques.
là intermoléculaire puisqu'on parle des molécules d'eau. Les molécules d'eau sont toutes liées les unes aux autres, et ce qui structure la matière, ce sont ces liaisons entre les molécules d'eau. Donc plus elles sont nombreuses, plus la matière est structurée. Elles sont très nombreuses quand l'eau est solide, elles sont un peu moins nombreuses quand l'eau est sous forme liquide, et elles sont très très peu nombreuses lorsque l'eau est sous forme de gaz. Donc pour transformer l'eau liquide en eau gaz, en vapeur d'eau, il faut déstructurer la matière, rompre ces liaisons intermoléculaires. Et comme c'est cette énergie qui structure la matière, il faut apporter l'équivalent pour déstructurer la matière. Au passage, on voit que cette énergie qui structure la matière, elle n'est quand même pas négligeable, puisque dans l'expérience qui nous intéresse, elle correspond à l'énergie qu'apporte une plaque chauffante pendant toute la durée du changement d'état. Donc c'est quand même pas rien. Donc une fois qu'on a compris ça, on voit que toute l'énergie apportée par la plaque chauffante va servir à rompre les liaisons qu'il existe entre les molécules d'eau. Et une fois qu'elles sont toutes rompues, ça veut dire que le changement d'état est terminé. Toute l'eau liquide s'est transformée en gaz. À ce moment-là, les molécules d'eau ayant gagné en liberté, elles vont pouvoir se déplacer plus vite. Donc le système va pouvoir continuer à accumuler l'énergie apportée par la plaque chauffante, et les molécules d'eau vont pouvoir se déplacer encore plus vite, et donc gagner en énergie cinétique. Et là on revient sur l'explication de tout à l'heure. Si elles gagnent en énergie cinétique, elles vont générer des frottements de façon plus importante, plus fréquente, et vont générer un dégagement de chaleur, donc une élévation de la température du système. Je vais vous faire une petite expérience ici qui va essayer d'illustrer ce qui se passe du point de vue microscopique. Alors j'ai 3 béchers remplis d'eau. Dans le bécher qui est sur votre gauche, l'eau est à 50 degrés Celsius. Dans le bécher qui est ici, elle est à 40 degrés Celsius. Et puis là, je vais la remplir avec de l'eau du robinet, donc de l'eau froide. Qui est à 18 degrés Celsius. Le colorant alimentaire va donc nous permettre de matérialiser ce qui se passe du point de vue microscopique. Donc, l'effet de la température sur le déplacement des molécules d'eau. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand on apporte de l'énergie sous forme de chaleur, cette énergie est transférée aux molécules d'eau sous forme d'énergie cinétique. Donc, les molécules d'eau vont se déplacer de plus en plus vite. Et la conséquence, c'est qu'en se déplaçant de plus en plus vite dans un volume clos, elles vont se choquer de plus en plus, et à chaque fois qu'il y a un choc, ça génère des frottements, et donc à chaque fois qu'il y a un dégagement de chaleur localement au niveau du choc, ça s'interprète du point de vue macroscopique, donc pour l'ensemble de la population des molécules d'eau, par une élévation de température. Donc la température augmente, tout simplement parce que l'énergie apportée au système est convertie en énergie cinétique, et à la fin, donc, ça se manifeste par une élévation de la température. Donc pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, je vais donc disposer une goutte de colorant alimentaire rouge dans chacun des 3 béchers, et normalement on va voir que le déplacement des molécules d'eau à l'intérieur de ces 3 béchers ne se fait pas de manière identique. Donc dans l'eau froide, dans l'eau à 40 degrés, et dans l'eau à 50 degrés. Donc, la propagation du colorant donc, à l'intérieur du système molécules d'eau contenues dans le bécher va se faire de manière différente, puisque la température à l'intérieur des béchers n'est pas la même. Donc, dans le bécher de droite, on peut voir qu'effectivement le colorant alimentaire se dépose au fond du bécher par décantation, que le milieu n'est pas énormément brassé, c'est-à-dire que l'agitation moléculaire existe, mais elle est beaucoup plus faible que dans le bécher du milieu, où on voit qu'effectivement, grâce à l'agitation moléculaire, déjà le phénomène de décantation est beaucoup moins marqué. On commence à tendre vers une certaine homogénéisation de la teinte rouge à l'intérieur du bécher. Dans le bécher de gauche, on peut voir qu'effectivement le colorant s'est quasiment dispersé de façon quasi homogène à l'intérieur du bécher, c'est-à-dire que l'agitation moléculaire est très importante, donc le brassage mécanique du colorant l'est aussi. Donc, dans le bécher 1,
le brassage dû à l'agitation moléculaire est très faible, la décantation est importante. Dans le bécher 2, qui contient une eau un peu plus chaude, on observe beaucoup moins de décantation et le phénomène d'agitation moléculaire qui se visualise grâce à une dispersion du colorant plus importante dans le bécher. Et enfin ici, vous avez un milieu qui est quasi homogène dû à une agitation moléculaire importante. Donc conclusion, plus on apporte d'énergie à un système, plus cette énergie va être transmise aux molécules sous forme d'énergie cinétique, plus l'agitation moléculaire est importante. Conclusion, plus la température du milieu sera importante. Voilà donc ce qui permet d'expliquer la partie intermédiaire de la courbe, c'est-à-dire l'élévation de température lorsqu'on apporte de l'énergie.